Le Club Immo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Immo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Immo sur Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Jeanbrun, il est ministre de la Ville et du Logement. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Et merci d'être avec nous et j'en profite également pour vous souhaiter une très belle année 2026. Merci également, Bonne année à vous. Comment elle s'annonce pour cette année pour le logement ? Écoutez, elle commence pas bien puisque par définition il n'y a pas de budget, donc toutes les mesures pour relancer le monde du logement et permettre aux Français de mieux se loger aujourd'hui n'ont pas été votées par définition puisqu'il n'y a pas de budget. Donc les moyens pour avoir un vrai choc de confiance dans le monde du logement n'y sont pas. Ils sont pas. J'ai l'habitude de dire que je suis moins ministre du logement que ministre de la crise du logement. Et oui, c'est ça, vous êtes présenté comme la crise du logement fin octobre quand vous êtes arrivé. Est-ce que parce que la crise, elle est là, elle est extrêmement forte et malheureusement, elle est plus vraie que jamais. Parce que si on n'a pas rapidement ces outils pour relancer le logement, le monde du logement, la production du logement, c'est-à-dire la construction du neuf ou la réhabilitation de l'ancien, eh bien, on n'arrivera pas à loger les Français. Or, on a besoin de faire en sorte que les familles françaises se logent décemment. Mais est-ce que c'est pas l'aveu que la situation est devenue hors de contrôle ? Non, moi je crois à l'action politique et je crois, si j'occupe les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincu qu'avec de la volonté et des décisions courageuses, on peut avancer. Et donc on peut reprendre le contrôle sur la crise du logement. Mais pour ça, il faut un budget. Et donc il faut la responsabilité des parlementaires qui nous permettent de doter la France d'un budget. Et est-ce que vous pensez que justement le logement, c'est quand même la préoccupation numéro un, l'angoisse numéro un de millions de Français aujourd'hui, elle est bien entendue par les parlementaires ? Écoutez, moi je veux plutôt saluer le travail avec les parlementaires. Moi j'ai à chaque fois, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, trouvé des parlementaires qui dans chacun des groupes étaient un peu techniciens du sujet. Donc maîtriser les enjeux, souvent ceux qui avaient été élus locaux, ceux qui avaient été dans les mairies, maires parfois. Cet enjeu du logement, forcément, il est très localisé, très sur le terrain. Ouais. Et donc plutôt une écoute à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est qu'après, quand on dézoome et qu'on est sur l'ensemble des débats dans l'hémicycle, parfois des postures partisanes peuvent reprendre le lead et effacer cet enjeu crucial. Et vous avez raison de le rappeler, qui est la première préoccupation des Français aujourd'hui. Ne pas avoir le logement adapté à ses besoins, ce n'est pas vivre décemment. Ouais. Et donc, il est fondamental qu'on puisse permettre aux familles de trouver un logement quand elles n'en ont pas et de se loger décemment quand elles ont déjà un logement, mais qui parfois est soit trop cher, soit c'est une passoire thermique, soit tout simplement n'est pas adapté en termes de taille ou de localisation. Le défi, il est immense, et c'est pour ça que je suis à la tâche, avec le soutien du Premier ministre et de l'équipe gouvernementale. Quand vous êtes arrivé, vous avez annoncé un plan d'urgence logement. Est-ce qu'il verra le jour, ce plan logement ? En réalité, il y a deux choses. Il y a eu les actions... l'urgence, c'est-à-dire que dès qu'on est arrivé dans le débat budgétaire, trouver les moyens budgétaires pour remettre de l'oxygène dans la machine, redonner un choc d'investissement et faire en sorte notamment, tout bêtement, que l'épargne des Français soit redirigée vers l'investissement dans la pierre. Parce qu'aujourd'hui, les Français ont plutôt tendance à garder l'argent dans le PEA et ne pas l'investir dans la pierre pour tout un tas de raisons. Le problème, c'est qu'on ne dort pas dans un PEA. Ouais. Donc ça a été l'urgence, puisque c'était l'urgence budgétaire. Et d'ailleurs, cette urgence, elle est toujours sur la table. L'une des premières annonces que vous avez faites, c'est cet amendement pour le fameux statut du bailleur privé. Oui, il y a plusieurs choses qui sont très attendues là dans le budget. Il y a l'extension du prêt à taux zéro, très importante. Bien sûr. Et puis le statut du bailleur privé, pardon, c'est un terme un peu comme ça, un peu technique, mais en gros, c'est quoi ? C'est permettre à ceux qui investissent dans la pierre d'avoir une exonération fiscale importante pour les inciter à le faire. D'autant qu'aujourd'hui, il n'y a que le Normandie qui reste actif jusqu'en 2026 pour l'instant. Il y a quelques dispositifs, mais globalement, il n'y avait pas de remplacement au Pinel. Et donc, il y a ce besoin de donner un avantage fiscal pour que les Français sortent leur épargne. Et on parle de petits épargnants, on ne parle pas de familles très très riches. On parle de familles qui, en général, ont un logement et demi en location. Même pas un logement et demi, en général, on parle d'1,1. C'est important juste d'avoir un chiffre en tête. Un quart des familles françaises dorment dans un logement possédé par un petit propriétaire bailleur privé. Mais on rappelle que 80% des propriétaires ont besoin du loyer pour vivre. Exactement, donc c'est fondamental. Donc ça, c'est le premier choc, c'était vraiment l'urgence, et cette urgence, malheureusement, elle est toujours sur la table, elle n'est pas derrière nous. Sans le vote du budget, l'échec du budget 2026, finalement, le statut à la trappe, quel est son avenir ?
au statut du bailleur privé ? Ah bah écoutez, aujourd'hui, il est dans la copie telle qu'elle est à nouveau présentée à l'Assemblée nationale. Je sais que la profession attend que les taux soient remontés, que l'avantage fiscal soit fléché, pardon d'être un peu technique, mais sur le revenu global, de manière à ce que ça ait un impact significatif. La discussion continue avec les parlementaires, mais je sais que cette prise de conscience-là, elle est aujourd'hui partagée au sein de l'hémicycle, des deux hémicycles d'ailleurs, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc le combat continue et on croit toujours au statut du bailleur privé. Et moi, je me bats évidemment pour qu'il soit là et il soit le plus impactant possible. Alors, et après, simplement, parce que vous posiez la question du plan logement, il y a deux choses. Il y a vraiment répondre à cette urgence parce qu'une fois qu'on a passé le budget, on ne peut plus, avant l'année prochaine, avoir de mesures fiscales. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une urgence. Et plus largement, je travaille avec les parlementaires, mais aussi avec toutes les structures qui, de près ou de loin, participent au monde du logement, à récolter toutes les bonnes idées, les bonnes initiatives qui permettront de relancer significativement le logement. Ça va des enjeux de simplification. Il faut qu'on construise plus vite, plus simplement, avec la même exigence de qualité, mais moins de procédures administratives. C'est pour ça que vous avez parlé d'un guichet unique préfectoral d'ailleurs. Oui, absolument. Et plus largement, au fond, qu'est-ce qu'on a réussi à faire aux Jeux Olympiques ? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec Notre-Dame ? On a construit de façon très qualitative, mais en simplifiant les démarches administratives. Donc oui, je suis pour un JO de la construction ou un Notre-Dame du logement. Où, vous voyez, ce choc de simplification, il fera partie du plan logement. On a aussi, et pour moi c'est très important, une révolution à opérer autour du logement social avec le fait de redonner le pouvoir décisionnel au plus près du terrain et notamment aux maires pour faire en sorte qu'ils soient aussi très incités à construire du logement social parce qu'on a besoin de tous les types de logements. Et il y a plein d'autres mesures dans ce plan logement, je pourrais revenir si vous le souhaitez, y compris sur le DPE, comment on fait en sorte que le DPE soit plus simple, etc. Mais voilà, donc l'idée c'est d'avoir un peu, et pardon de le dire comme ça, c'est encore un peu la période, la liste au Père Noël. Quelles sont toutes les mesures qui vont venir simplifier la production de logements en France. Encore une fois, j'insiste, le mot production, c'est construire du neuf, c'est réhabiliter de l'ancien à neuf. Et donc, c'est important. Néanmoins, dans le statut du bailleur privé, on a quand même une inquiétude encore. Le doublement du déficit foncier, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement préjudiciable pour le contribuable, d'après un certain nombre de fiscalistes, notamment, je crois, Olivier Négrin, qui mettait en garde contre ce doublement du déficit foncier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi ce serait préjudiciable ? Préjudiciable ? Pourquoi vous me dites ça ? Le doublement du déficit foncier. C'est un avantage pour celui qui investit. Est-ce que vous êtes sûr que le bailleur va se retrouver, l'investisseur va se retrouver gagnant avec ce type de dispositif fiscal ? Aujourd'hui, si on se bat pour avoir le statut du bailleur privé et tous les outils qui vont avec, au moins il y a un statut. C'est évidemment pour qu'il y ait un avantage fiscal pour celui qui investit. Maintenant, la question, elle est de régler les taux pour faire en sorte qu'il y ait un impact suffisamment significatif pour, j'allais dire, concurrencer le PEA. Puisque dans un cas, vous laissez dormir l'argent en banque. De l'autre, vous prenez le risque d'investir, vous prenez le risque d'avoir des locataires. On pourra en reparler, notamment sur les lois anti-squat. Justement, on va en parler juste après. Mais effectivement, vous voyez bien que dans un cas, il y a un risque. Donc, il faut que ce soit quand même rémunérateur. Mais là où je voudrais aussi rassurer ceux qui se disent ils sont bien gentils, ils dépensent de l'argent, mais on nous dit qu'il y en a de moins en moins, etc. Dans l'univers du logement, parce que ça génère des investissements non délocalisables et de l'emploi non délocalisable, en général, on s'y retrouve. C'est-à-dire que quand on dépense d'argent public, à la fin, on a plus que en termes de prélèvement, que ce soit pour l'État ou que ce soit pour les collectivités locales. Donc, moi, j'estime, et c'est logique, mais c'est pour ça que je me bats, que c'est de l'argent bien dépensé, parce que c'est de l'argent qui va, permettre à des familles de se loger, et 2, c'est de l'argent qui, in fine, re-rentrera dans les caisses publiques et donc permettra de continuer l'investissement. Monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait s'attarder un petit peu justement sur l'angoisse numéro 1 des propriétaires, le squat ? Vous avez peut-être vu qu'en Italie, la loi anti-squat vient de rentrer en vigueur avec 2 à 7 ans d'emprisonnement pour occupation illégale. Pour les propriétaires de résidences principales, la police pourra aujourd'hui intervenir sans autorisation judiciaire. Pourquoi est-ce que les Italiens y arrivent et que nous, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué que ça ? Probablement qu'ils ont une majorité mieux assise au Parlement. Non, ce qui est certain, c'est que vous avez raison de rappeler que c'est une grande préoccupation. C'est l'angoisse numéro 1 des Français, des bailleurs. Énormément d'exemples qui ont défrayé la chronique, où vous avez des personnes qui ont épargné toute leur vie
qui finissent par avoir un petit investissement, un petit appartement, et puis qui comptent dessus pour leur retraite, par exemple, ou pour soutenir leurs enfants, et qui, in fine, se retrouvent dans une situation pas possible parce qu'ils se retrouvent dans une situation soit de squat pur, c'est-à-dire que là, vraiment, quelqu'un a fracturé votre porte, s'installe. Et là, il faut saluer la loi Kasbarian-Berger qui a avancé considérablement sur le fait que si vous êtes rentré illégalement dans le logement, maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile de vous en sortir. En revanche, là où on a encore des progrès à faire, et ça fera partie du plan logement, c'est dans le fait que vous avez des personnes qui, quand ils rentrent légalement, c'est ça ensuite, même s'ils ne payent plus, qu'ils ne respectent plus leurs obligations de locataire, eh bien, on les considère simplement comme étant un peu en impayés. Ça, c'est absolument pas possible. Ça veut dire que quand vous rentrez par du Airbnb ou quand vous rentrez parce que, je sais pas, quelqu'un vous a filé les clés, là, ça doit être considéré comme du squat, et donc on puisse appliquer la même chose. Et puis plus largement, quand vous avez des situations d'impayés, parce que vous avez aussi ça, un locataire qui a payé 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis qui au bout d'un moment ne paye plus, ou paye plus 6 mois sur 12, etc. Il faut aussi qu'on puisse regarder, et vous avez raison de citer l'Italie, parce qu'ils ont été chercher un angle intéressant, celui finalement quasiment du vol. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes propriétaire, vous avez un bien, vous êtes spolié de votre propriété, et c'est intéressant d'aller regarder ça juridiquement. Encore une fois, on a un des pays les plus généreux en termes d'accompagnement. On a le logement social avec une panoplie importante. On a de l'hébergement d'urgence qui est extrêmement généreux, plus de 3 milliards d'euros investis chaque année. Et d'un autre côté, on n'aurait pas le courage de dire à un moment donné, si vous n'êtes plus en train de respecter votre part du contrat en tant que locataire, eh bien, on va malgré tout vous laisser dans les locaux. Ça, c'est pas possible. Donc, si on ne respecte pas ces obligations de locataire, on n'a pas vocation à rester dans le logement. Ça n'empêche pas qu'il y a des amortisseurs, qu'il y a tout un accompagnement social à côté, mais humanité d'un côté, fermeté de l'autre, parce que sinon, on ne redonnera pas confiance aux propriétaires. Est-ce que vous êtes en mesure de garantir aujourd'hui aux propriétaires d'un bien qui est squatté, qui pourra récupérer son logement en quelques jours ? Alors, et non plus en quelques mois. Vous me permettez, parce que les mots ont un sens. Aujourd'hui, dans le droit, squatter, ça veut dire encore une fois quelqu'un qui est rentré illégalement. Ça, aujourd'hui, la loi s'applique. Oui. La loi s'applique, et donc je crois que les retours sont positifs partout. Les préfets suivent. Si c'est bien un squat dont il s'agit, c'est OK. On peut mettre les gens dehors beaucoup plus facilement qu'avant, et donc dans les délais que vous évoquiez. Maintenant, là où il faut qu'on avance, et c'est là où moi je prends l'engagement que si on a demain un budget et qu'on peut avancer sereinement sur les propositions de loi, je me battrai effectivement pour qu'on puisse redonner ses pleins droits aux propriétaires pour qu'ils puissent avoir la jouissance de ce qui lui appartient. Ça me paraît fondamental. On va parler du logement social. Je sais que c'est un domaine qui vous intéresse beaucoup. Vous avez évoqué la possibilité d'un bail 369. Justement, peut-être pour lutter contre la rotation qui est trop faible aujourd'hui. Elle est de 7%, je crois. Entre autres, d'abord, moi je veux le dire, je suis heureux qu'on soit dans un pays qui ait du logement social à proposer aux familles qui ont du mal à se loger. Moi j'ai eu cette chance, mes parents ont bénéficié d'un logement social, j'ai grandi dans du logement social, dans la belle ville de l'Île-et-Rose, dont j'ai eu la chance de devenir maire plus tard. Sans ce logement social, je ne serais pas à ce micro pour vous parler, parce que ça a favorisé la réussite sociale de ma famille. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? On constate d'abord, vous l'avez dit, une absence de rotation. Moins de 8% du parc HLM connaît une rotation. Contre 10% il y a encore quelques années. Donc là, la machine est grippée. Elle est grippée parce qu'on ne construit pas assez. On en a parlé tout à l'heure. Mais elle est aussi grippée parce qu'il n'y a plus cette rotation naturelle. Donc la première chose, c'est régulièrement, et moi je propose 369, mais ça pourrait être tous les 4 ans si les parlementaires en décidaient, ou tous les 2 ans, pourquoi pas, mais je trouve que 3 ans c'est une bonne formule, d'avoir un moment d'échange entre le bailleur et le locataire pour refaire le point. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce qu'entre-temps, vous avez toujours les mêmes revenus ? Est-ce qu'entre-temps, la famille fait toujours la même taille ? Est-ce qu'entre-temps, vous avez hérité de biens par ailleurs ? Est-ce qu'entre-temps, vous avez acheté de résidences secondaires ? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être nous interpeller. Ça, c'est un point. Deuxième point aussi, il y a un intérêt, c'est celui de la sécurité, de la tranquillité publique. Aujourd'hui, pouvoir pour le bailleur dire au bout de 3 ans, vous ne respectez pas les règles de vivre en commune de base, donc vous n'êtes pas prioritaire. Et donc, pardon, mais vous risquez de ne plus bénéficier du logement. Et encore une fois, il y a plein de mamans solo qui dorment dans leur voiture, j'en ai connu en tant que maire, qui attendent un logement social. Et à côté de ça, on laisserait des délinquants ou des gens qui troublent le voisinage en permanence dans le logement social. Non. Moi, vous savez, le problème, c'est peut-être qu'on a, au fond, la terminologie logement social,
elle nous a fait oublier que ce sont des logements d'intérêt général. C'est-à-dire que on a une solidarité nationale qui vient financer ce logement pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens de se loger puissent, pour un temps, bénéficier de cette première aide. C'est la première marche, et puis derrière, on a vocation à en sortir du logement social quand on le peut. Mon propos n'est pas de dire qu'on met automatiquement les gens dehors au bout de 3 ans, au bout de 6 ans, au bout de 9 ans, c'est pas du tout le sujet. En revanche, quand la situation évolue, il faut la faire changer. Et puis, je le dis souvent, c'est aussi une façon d'arrêter quelque chose qui est devenu maintenant malheureusement une forme de norme, c'est le logement social à vie, voire le logement social dont on hérite. C'est heureusement pas la majorité des cas, mais aujourd'hui vous avez des familles dont les grands-parents font hériter, en les mettant sur le bail, tout simplement. Le logement social à leurs petits-enfants qui viendraient étudier. C'est fini, il faudrait... Mais ça, c'est pas possible. Mais c'est une réforme du logement social que vous... Une réforme à discuter avec le monde du logement social, à discuter avec les parlementaires, bien sûr. Mais les acteurs du logement social sont un petit peu en panique avec vos propositions. Je ne crois pas qu'il y ait de panique, mais en tout cas, qu'on puisse avoir une discussion sérieuse sur le fait qu'il y ait des temps réguliers de rencontre entre le locataire et le bailleur. Ça fait paniquer personne. C'est raisonnable, c'est sérieux. Et que le bailleur, parce que c'est très important pour rassurer le monde du logement social, c'est que c'est eux qui doivent avoir la main. C'est eux qui ont la main. C'est eux qui jugent. C'est personne d'autre ne viendra dire au bout de 3 ans, vous mettez telle ou telle famille dehors. Non, c'est pas le sujet. C'est vous avez les cartes en main. Par contre, on arrête le bail qui est signé un jour et qui vaut pour 80 ans. Dans quel autre univers on a ça? Dans quel autre univers? Ce sont des logements d'intérêt général. Il faut que ça le redevienne pleinement. On va parler du DPE, diagnostic de performance énergétique. On a connu 5, 6, 7 corrections du DPE depuis pas mal d'années. Et une tout récemment. Depuis le 1er janvier, une nouvelle, ça devient un peu illisible ce DPE. Alors en tout cas, la réforme toute récente qui prend acte à partir du 1er janvier 2026. Le coefficient d'électricité de 2,3 à 1,9. Exactement, c'est hyper important parce que ça va permettre à 700 000 logements de revenir... Alors l'ancien gouvernement avait parlé de 850 000, vous parlez de 700 000. Est-ce qu'on est sûr de ce chiffre Parce que d'après les professionnels, notamment je pense à Olivier Dusselier qui nous le disait récemment, le patron de la Fédération des diagnostiqueurs immobiliers, on serait peut-être plus proche de 300 à 400 000 que de 700 000. Comment Nous, on vise 700 000 logements qui sont aujourd'hui, qui seraient classés F ou G, et qui vont sortir de ces classements et donc être proposés à la location. Parce qu'ils étaient injustement rabaissés, parce que objectivement c'était inexplicable comment dans un pays où on a totalement décarboné Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer l'interdiction de louer là, avec ce DPE 1,9 de coefficient électricité, alors que notre électricité aujourd'hui est nucléaire en France, décarbonée. Absolument. Non mais c'est justement avec la règle qui vient de passer là au 1er janvier, on rééquilibre les choses, on redonne finalement une plus-value au fait d'être à l'électrique, et donc effectivement ça va soulager un petit peu le marché. C'est beaucoup encore. Les Allemands qui n'ont pas d'électricité décarbonée, parce qu'ils sont encore au charbon, ils sont à 1,8 par exemple. Alors là vous rentrez dans un autre débat qui est faire en sorte que la France arrête de surinterpréter les normes européennes. Personnellement, on parlait de simplification tout à l'heure, je pense qu'il va falloir regarder ça de près. D'ailleurs, le 29 mai 2026, il y a la transposition du DPE européen dans la loi française. Est-ce qu'on y est prêt ? On y travaille, mais en tout cas, ce qu'on veut, et parce que je reprends votre première question qui est de dire on n'y comprend plus rien, il faut de la lisibilité, etc. Moi, je ne suis pas pour renoncer à l'ambition énergétique sur la rénovation des logements. Donc, un dispositif tel que le DPE a du sens dans la mesure où il faut qu'on, collectivement, à l'échelle du pays, on rénove notre bâti ancien et on le rende moins énergivore. L'énergie va coûter de plus en plus cher, on le sait, dans les années qui viennent. Donc, c'est de la bonne gestion que de faire ça. Maintenant, il faut être pragmatique. Pour que ça puisse se faire, il faut que les gens aient des revenus pour pouvoir rénover les logements. Et notamment, on parlait des propriétaires bailleurs tout à l'heure, des petits propriétaires qui louent des appartements à d'autres. Eh bien, il faut qu'on les aide à financer la rénovation. Et ce qui est embêtant avec le fait d'empêcher de louer les lettres les plus faibles, G, F, etc., fait qu'à un moment donné, en fait, on leur coupe le revenu qui leur aurait permis de faire les travaux. Et donc là-dessus, je parlais du plan logement qui va s'appuyer aussi sur des initiatives parlementaires. On a des propositions de loi comme celle de la sénatrice Gacquer qui propose notamment de faire en sorte que si le propriétaire s'engage à faire les travaux pour 3 ou 5 ans, eh bien, on peut continuer à mettre en location et les loyers peuvent être fléchés sur la rénovation.
Donc, vous voyez, du pragmatisme. Parce que sinon, on sauve ni la planète, ni le budget des Français, et on empêche des familles françaises de se loger. Donc, on a tout. Donc, il faut simplifier les choses sur le DPE, évidemment, le rendre plus transparent, faire en sorte que les choses soient plus lisibles. Le député Daniel Labaronne m'a remis un rapport pour justement qu'on organise aussi l'ordre des diagnostiqueurs, parce que certains sont évidemment exemplaires, mais d'autres l'étaient un petit peu moins, donc il faut mettre de la transparence et de la lisibilité dans tout ça. Donc ça fait partie des chantiers sur lesquels on va travailler en 2026. Très rapidement, MaPrimeRénov', suspendu au 1er janvier, quel avenir ? J'avais été très clair et malheureusement j'avais prévenu, j'avais dit si pas de budget, pas de guichet MaPrimeRénov'. Et on y est. Donc je comprends évidemment l'inquiétude et des familles et surtout des artisans qui dépendent en partie de MaPrimeRénov'. Maintenant là-dessus, je ne peux que alerter sur le fait qu'il faut que nos parlementaires entendent ces cris d'alarme et se trouvent l'accord qui permette d'avoir un budget pour qu'on puisse relancer MaPrimeRénov'. Dès l'instant où on a un budget, on réouvre le guichet et donc là on peut accompagner toutes les familles pour de la rénovation globale, quel que soit leur revenu. Une toute dernière question, Monsieur le Ministre. On arrive en période électorale avec les municipales. Est-ce que les candidats, vous les sentez avoir pris la mesure de l'enjeu du logement dans les programmes ? Je pense par exemple à Toulouse, une police du logement, ou à Paris, un candidat Bournazel qui propose de passer 30 jours Airbnb. C'est quoi votre regard ? Moi, mon sentiment, et pour avoir fait tous les congrès, vous savez, département de France, région de France, association des maires de France, systématiquement, on est venu me parler de la question du logement, et elle préoccupe énormément. Et de toute façon, les élus ne peuvent l'ignorer parce que les citoyens en sont très préoccupés, et à tous les âges. On a une crise pour le logement étudiant, mais on a une crise pour le logement des seniors. Toute la population est touchée, d'où l'importance d'avoir une action forte, et pour ça, il nous faut un budget. Pardon d'y revenir, mais c'est fondamental, évidemment. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Vincent Jeanbrun, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J ce matin, cet après-midi, pardon. Je vous souhaite une très belle journée à vous et à très bientôt. Merci pour votre invitation. Le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 16h05. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.